Et donc, merci de m'avoir confié cette tâche. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est pour avoir un petit peu l'état des lieux, c'est d'aller vers les praticiens. Et donc, on a fait une enquête auprès des neurologues marocains en octobre. Et l'objectif, c'était justement d'évaluer un peu l'état de la prise en charge en identifiant à la fois les obstacles pour le diagnostic et pour le traitement de la sclérose en plaques, que ce soit les traitements de fond, les traitements symptomatiques, et proposer des pistes d'amélioration. Et donc, c'était un questionnaire en format Google Form. On a eu 106 réponses jusqu'à hier soir. Et donc, les questions portaient sur le diagnostic et ses difficultés, les traitements de fond et les difficultés et les contraintes que nous voyons, et les prises en charge symptomatiques, ainsi que le remboursement et aussi la formation des praticiens et même des généralistes, le besoin en formation. Donc, on a eu 106 réponses. Et donc le profil était assez varié, un peu comme assez représentatif quand même de l'ensemble des secteurs étaient représentés, que ce soit le public, le privé et l'universitaire, avec pratiquement toutes les villes du pays où il y a des neurologues ont répondu. Les répondants avaient quand même plus de 10 ans de prise en charge, d'expérience de prise en charge. Plus de la moitié avait plus de 10 ans d'expérience de prise en charge de la sclérose en plaques. Alors sur l'exploration diagnostique, les outils utilisés étaient quasiment les mêmes pour tout le monde, avec l'OCT qui commence à être prescrite par pas mal de neurologues, avec les autres bien sûr qu'on a l'habitude de faire. Alors par rapport au retard diagnostique et l'accès aux examens complémentaires, alors ici vous voyez que globalement les choses ont évolué et qu'il y a plus de facilité à demander les examens complémentaires, en particulier l'IRM. Et par rapport au retard diagnostique, beaucoup de neurologues signalent que quand même, il y a un retard au diagnostic. Alors, les facteurs du retard, justement, on leur a posé cette question. On leur a donné une liste de choix. Quels sont les éléments qui, pour vous, sont un facteur de retard diagnostique? Et le premier qui ressort, c'est une grande majorité des neurologues, c'est le manque de sensibilisation des patients. Donc un retard de consultation qui est avéré et qui a été signalé par la majorité des neurologues. Le coût des examens et bien sûr leur remboursement, l'accessibilité à l'IRM et les délais des rendez-vous. Parfois, ça pouvait aussi déranger. Le reste était moins signalé, c'est-à-dire que les médecins généralistes n'adressaient pas aux bons spécialistes parfois. Et donc, il faut sensibiliser aussi les médecins généralistes. Ça c'est revenu plusieurs fois dans les commentaires. Et parfois, donc, les patients sont mal orientés et ne sont pas orientés directement vers un neurologue. Alors, pour ce qui est des traitements de fond, la majorité des traitements de plateforme qui sont prescrits par la majorité des neurologues, c'était d'abord l'interféron et puis le reste des traitements, en particulier oraux, traitement oral. L'acétate de clatiraire commence à être mentionné, mais ça vient d'être instauré dans notre pays. Pour les traitements de deuxième ligne de haute efficacité, voici un peu les médicaments qui sont prescrits. Vous voyez que les médicaments les plus prescrits sont qui ont à la fois l'AMM et qui sont remboursés, avec l'ocrelizumab qui n'est pas encore remboursé, mais qui a l'AMM, qui est utilisé, mais là aussi, on a signalé plusieurs fois, les neurologues ont signalé le fait que ça prend du retard, et on donne un traitement de haute efficacité, mais qui prend de retard pour le patient, et ça peut poser des problèmes d'aggravation en attendant l'instauration du traitement. Beaucoup de neurologues utilisent aussi le rituximab, qui est hors AMM, et qui existe au Maroc, donc il n'a pas d'AMM pour la sclérose en plaques. Ça aussi, c'est revenu plusieurs fois, et les neurologues l'ont mentionné. Beaucoup utilisent aussi le cyclophosphamide. Et pour la cladribine, on voit bien que là, c'est un problème justement que le médicament n'est pas remboursé. Alors que maintenant, quelle est la proportion de neurologues qui prescrivent les médicaments de haute efficacité d'emblée? Alors, 8 fois sur 10, les neurologues qui prescrivent ne sont pas très nombreux. Par contre, aux alentours entre 4 et 6 fois sur 10, il y a quand même plus de la moitié des neurologues qui prescrivent d'emblée. Alors bien sûr, il y a certainement un biais de sélection pour les CHU, où pratiquement dans le staff de décision thérapeutique, la majorité sont des décisions de haute efficacité d'emblée, mais parce qu'il y a aussi le secteur privé qui est représenté, là, ce n'est pas toujours le cas pour le secteur privé, et ils prescrivent encore des plateformes un peu plus que le secteur universitaire.
Alors pour le choix du traitement, c'était la question, est-ce que dans votre décision, vous prenez l'avis de quelqu'un, d'un collègue ou d'un expert ou d'un staff? Eh bien, la majorité le font en concertation, soit avec un autre collègue qui a plus l'habitude de sclérose en plaques, soit, regardez, au cours des staffs spécialisés, il y a quand même beaucoup de collègues qui préfèrent avoir l'avis d'un collégial pour prendre leurs décisions. Alors, les obstacles à la prescription des traitements de fond, le coût, bien sûr, et ce qui a été mentionné, c'est justement le fait que le médicament ne soit pas remboursé. Là aussi, ça pose un problème. On indique un traitement de haute efficacité qui n'est pas remboursé. Et donc, il faut toute une procédure, et puis ça prend du temps, et ça fait perdre du temps, et ça a été mentionné plusieurs fois. Alors, côté le remboursement actuel, les neurologues jugent qu'il était quand même partiellement suffisant, donc ce n'était pas l'idéal, parce qu'il y a quand même des médicaments qui sont remboursés, des patients qui prennent leur traitement sans aucun problème, mais que ça restait insuffisant dans leur pratique quotidienne. Alors, quels sont les traitements que les neurologues qui ont répondu au questionnaire souhaitent utiliser plus facilement? C'est le rituximab. Et ils demandent bien sûr à ce qu'il ait l'AMM et qu'il soit remboursé dans cette indication. Et bien sûr, la cladribine aussi, ils attendent le remboursement pour commencer à le prescrire un peu plus largement, ainsi que l'ocrelizumab. Et là, ils déclarent qu'il y a quand même un délai de 6-7 mois, parfois plus court pour certains patients, mais que 6-7 mois pour un patient qui nécessite un traitement de haute efficacité, que ça posait des problèmes après pour les neurologues. Alors, les disponibles hors AMM, ça revenait, donc c'était le rituximab qu'il fallait absolument utiliser. Alors, les médicaments qui ont l'AMM et qui ne sont pas remboursés, les neurologues les savent, et donc ils souhaitent que ça soit vite remboursé parce qu'ils ont aussi leur indication. Pour la prise en charge symptomatique, là aussi, donc, les neurologues prescrivent essentiellement donc, la kinésithérapie et puis la psychologie et le bilan aérodynamique et donc la collaboration avec les urologues, mais ils signalent pour une grande majorité qu'il y a une difficulté d'accès au traitement. Il n'y a pas de collaboration entre ces spécialités qui gravitent autour de la sclérose en plaques, et parfois il y a un coût élevé pour les patients, et donc ils souhaitent qu'il y ait plus de coordination entre ces spécialistes-là. Et dans certains CHU, ça commence à s'organiser pour prendre en charge un peu les troubles urinaires et la rééducation, donc en concertation avec ces 3 spécialités. Mais ailleurs, ça posait des problèmes. Alors pour la formation continue, beaucoup de neurologues ont, grâce à la Société marocaine de la sclérose en plaques, à la Société marocaine de neurologie, ils ont quand même eu pas mal de formations spécifiques et dédiées à la sclérose en plaques. Et bien sûr, ils demandent aussi à ce qu'il y ait un diplôme universitaire. C'est le cas maintenant depuis quelques semaines. Donc la première promotion a démarré. Et puis, donc ils demandent à ce que... Voilà, ils sont satisfaits de l'offre de formation, mais ils demandent à ce qu'il y en ait un peu plus. Alors, on a demandé aussi à la fin du questionnaire quels sont finalement les 3 besoins, s'il y avait des 3 besoins pour améliorer la prise en charge au pays, quels sont les 3 besoins prioritaires pour vous? Et ce qui ressort, donc, ils demandent à ce qu'il y ait une sensibilisation, à la fois de la population pour les symptômes de la sclérose en plaques, que ce soit pour les patients, pour leur famille, qu'il y ait aussi une sensibilisation par rapport à comment se comporter avec une sclérose en plaques dans l'entourage, et puis aussi sensibiliser les médecins généralistes ou les former, que ce soit dans la formation initiale ou continue, pour qu'ils soient sensibles qu'ils orientent mieux les patients. Bien sûr, le remboursement, c'est revenu aussi comme l'une des 3 prioritaires, et la formation en insistant essentiellement sur les médecins généralistes et les neurologues pour continuer une formation adéquate et actualisée régulièrement. Alors, pour terminer, et je ne veux pas trop rentrer dans la discussion et laisser un peu la table ronde à la fin, la discussion à la fin, donc il faut donc les actions concrètes qui seraient éventuellement à mettre en œuvre, c'est défendre bien sûr, grâce à nos sociétés savantes, la société spécialisée et la société mère, qui est la SMN, pour que les remboursements soient meilleurs et plus importants. Et on a bien désigné avec cette enquête les médicaments qui étaient intéressants pour qu'ils soient remboursés. Faire des campagnes de sensibilisation, et là c'est avec l'aide bien sûr des associations, et on va écouter Najwa juste après. Alors il y a eu des propositions aussi dans les commentaires un peu ouverts de créer des centres de référence dans certains CHU,
comme c'est le cas dans d'autres pays. Alors, développer la formation continue, ça, donc, je pense qu'on est quand même pas mal bien placé dans cette situation. Et puis, beaucoup ont réclamé aussi un registre national de la sclérose en plaques qui serait utilisé à la fois pour la recherche et pour les autorités, pour leur expliquer un peu les besoins dans cette pathologie particulière. Voilà, je vous remercie.